Culpabilisation. Imagine, t'as une journée de taf pourrie, t'es crevé. Tu rêves juste d'un truc simple, canapé, Netflix et silence. Et là, paf, un message. Hey, ça te dit un dîner ce soir? Tu réponds poliment, franchement, pas ce soir, je suis éclaté. Et boum, retour immédiat. Ok, de toute façon, on se voit jamais. Et voilà. En une phrase, t'es passé de fatigué, mais honnête, à monstre insensible. Ce petit poids sur la poitrine, cette sensation que t'as fait un truc mal, alors que, bah non, c'est de la culpabilisation. En anglais, guilt tripping. Et le principe est simple, te faire sentir coupable. Pour un choix que tu avais parfaitement le droit de faire. Ce n'est pas une agression directe, c'est bien plus subtil que ça. C'est un « Ah, mais t'es libre, hein ?» emballé dans un soupir, trempé dans du chantage affectif. Exemple, si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. Traduction, prouve-moi ton amour en faisant un truc que t'as pas envie de faire. C'est du chantage, mais sous stéroïdes émotionnels. Et ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on déteste décevoir. Parce qu'on a été éduqué à dire oui, à faire plaisir, à éviter les conflits. Et surtout parce qu'on confond souvent nos émotions avec celles qu'on nous balance en pleine figure. Le pire, c'est qu'on finit par s'excuser, par céder et par s'oublier. Mais voilà le twist. Reconnaître la culpabilisation, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tu vois enfin ce qui se passe. Et surtout, tu peux choisir de ne plus jouer ce jeu. Alors, la prochaine fois qu'on te dit « T'es sûr que tu veux pas ? J'avais vraiment compté sur toi », respire et pose-toi la question. Est-ce que je me sens mal parce que j'ai fait un truc mal ? Ou parce qu'on me fait juste sentir mal ? Et si c'est la deuxième option, tu connais déjà la réponse. Gaslighting, ou l'art de te faire douter de ta propre tête. Imagine t'es assis face à ton partenaire, tu reparles d'un soir tendu, un désaccord, un truc précis. Tu dis, ce soir-là, je me suis senti mise à l'écart, tu m'as à peine adressé la parole. Et là, regard neutre, ton calme. Mais non, t'inventes, t'es encore en train de dramatiser. Silence. Et toi tu frises, tu commences à douter, est-ce que t'as exagéré ? Est-ce que t'as mal compris ? Est-ce que c'est toi le problème ? Bienvenue dans le gaslighting, le terme vient d'une vieille pièce de théâtre, Gaslight. Un mari manipulateur qui baisse la lumière chez lui. Et quand sa femme lui dit « T'as vu, la lumière change ?» Il répond « Non, t'imagines des trucs ». Petit à petit, elle perd pied, elle doute de sa réalité, et c'est exactement ce que recherche à faire un gaslighter. Pas besoin de grands cris, pas besoin d'insultes, juste te faire douter de toi, encore et encore et encore. Exemple au taf, tu dis à ton collègue « Tu m'as dit d'envoyer ce fichier ce matin ». Et il te répond « Moi ? Non, t'as du mal comprendre. Tu stresses trop en ce moment. » Et boum, c'est pas juste agaçant, c'est déstabilisant. Parce que tu sais que t'as entendu. Mais là, tu commences à douter de ton propre cerveau. Et c'est là que le piège se referme. Et tu t'en remets à l'autre pour savoir ce qui est vrai. Et petit à petit, tu t'éteins. Le gaslighting, c'est pas juste un malentendu, c'est une technique, une manipulation, un moyen de te contrôler. Le but, que tu remettes tout en question. Ta mémoire, tes émotions, tes perceptions. Si t'as souvent l'impression d'être trop sensible ou trop confus, ou que tu passes ton temps à t'excuser pour des choses floues, pose-toi la question. Est-ce que je ressens ça parce que c'est vrai, ou parce que quelqu'un m'a appris à douter de moi ? Bombardement affectif. Imagine ça, tu rencontres quelqu'un et bam, ça part direct en mode feu d'artifice. Dès les premiers jours, cette personne t'envoie des tonnes de messages hyper passionnés, te balance des compliments du genre « t'es incroyable, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi », et te fait des cadeaux inattendus, souvent un peu trop luxueux pour que ce soit juste gentil. Et le pire, cette personne commence direct à parler d'un avenir à deux, un voyage romantique ou même de vie commune, alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Ça fait rêver, non ? Sauf que, derrière ce torrent d'amour apparent se cache souvent une stratégie bien plus sournoise, le love bombing ou le bombardement affectif. Le love bombing, c'est un peu comme un conte de fées version manipulateur. Ça te submerge d'affection pour te rendre accro émotionnellement. Tu te retrouves à croire que jamais tu ne recevras autant d'attention ailleurs. Résultat, tu perds un peu le contrôle, tu es plus vulnérable et quand la tempête d'amour retombe, tu risques de te faire manipuler. Le terme vient des années 70, quand certaines sectes envoyaient leurs leaders envahir les nouveaux membres d'attention et d'amour, juste pour s'assurer qu'ils restent fidèles. Aujourd'hui, on voit ça surtout en amour, mais aussi parfois en amitié. Psychologiquement, la victime se sent unique, irremplaçable, au début. Mais quand le manipulateur coupe d'un coup le flot d'amour, c'est le vide. Et souvent, la victime accepte des choses qu'elle ne devrait pas, juste pour retrouver cette première phase magique. Un exemple. Un partenaire qui, après un seul rendez-vous, te sort « Je sais que t'es l'amour de ma vie ». Ça sonne romantique, hein ? Ouais, mais c'est aussi un énorme signal d'alarme. L'amour équilibré, ça se construit doucement, pas en mode sprint. Le traitement du silence. Imaginez une dispute qui s'élève avec quelqu'un de proche. Vous vous attendez à une discussion pour clarifier les choses, peut-être même à un échange houleux mais au moins honnête. Pourtant, au lieu de cela, silence total. Votre message reste vu mais sans réponse. Les appels vont directement sur messagerie. Et en personne, vous êtes accueilli par une indifférence glaciale. Rien n'est verbalement exprimé, mais tout est dit, tu es puni.
Voilà en quelques mots ce qu'est le traitement du silence, une méthode rarement directe, mais terriblement efficace pour s'imposer en dominant l'interaction. Il ne s'agit pas d'un simple moment de réflexion ou d'un besoin d'espace, non. Ici, le silence devient une arme. Un outil de contrôle passif-agressif, utilisé pour blesser sans avoir à lever la voix. Une punition sociale qui joue sur une peur primitive, celle d'être exclu. Dans les premières sociétés humaines, être mis à l'écart du groupe, c'était souvent synonyme de mort. Aujourd'hui, on ne vit plus dans des tribus, mais notre cerveau, lui, n'a pas oublié. Quand quelqu'un qu'on aime nous ignore délibérément, on ressent une alerte intérieure. Quelque chose ne va pas, quelque chose manque. Et cette alarme déclenche un mécanisme très simple. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Même si vous n'avez rien fait. Et très souvent, cette spirale mène à des excuses, juste pour établir le contact. Pas pour résoudre le conflit, mais juste pour faire cesser le vide. Prenons un exemple simple. Une amie se vexe, elle ne répond plus à vos messages, une semaine passe, 2. Finalement, c'est vous qui revenez, vous qui vous excusez, vous qui abandonnez ce qui vous tenait à cœur. Le silence a gagné. Parce que c'est ça le vrai but. Ne pas résoudre, mais dominer. Et pourtant, il existe une manière de désamorcer ce pouvoir. Ne pas céder. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est même pas forcément la dispute, c'est un jeu de contrôle. Et la première règle pour en sortir, c'est de ne plus y jouer. La triangulation. Imaginez, vous avez un léger désaccord avec un ami. Rien de dramatique, un malentendu, un mal exprimé, bref, quelque chose de résoluble. Mais soudain, entre en scène un tiers, un ami commun. Il arrive avec une petite phrase « Tu sais ce qu'il a dit sur toi ?» Et là, tout change. Parce que ce qu'il vous rapporte n'est pas tout à fait neutre. C'est teinté, amplifié, un soupçon de drame, quelques pincées de sous-entendu. Et bien sûr, il fait la même chose de l'autre côté. Il va voir votre ami, lui raconte à sa manière ce que vous auriez dit, avec le ton, le regard, l'ambiguïté qu'il faut. Résultat, le désaccord devient conflit, la confiance devient méfiance, et la discussion directe, elle disparaît. Bienvenue dans la triangulation. Ce n'est pas une dispute, c'est un jeu. Un jeu dans lequel une personne reste au centre et tire les ficelles, comme un marionnettiste. Pourquoi faire ça ? Pour garder le contrôle, pour s'assurer que rien ne se règle sans lui, pour que tout passe par lui. Ce mécanisme a été étudié en psychologie familiale. On l'a souvent observé dans les dynamiques toxiques. Un parent qui oppose 2 enfants pour rester l'unique repère, un leader qui divise pour mieux régner. Et psychologiquement, pour les personnes prises dans le triangle, c'est épuisant. Une confusion constante, un sentiment d'injustice, mais sans pouvoir vraiment désigner le coupable. Parce que tout est flou, tout passe par les intermédiaires. Un exemple simple. Un manager qui encense un employé devant les autres. Pas pour le récompenser, mais pour créer de la jalousie. Pour que les autres se sentent en compétition, pour que personne ne s'allie, pour que lui reste au centre. C'est ça la triangulation, un pouvoir basé sur la désunion. Refusez d'entrer dans ce jeu. Parce qu'à 3, le triangle fonctionne. Mais si vous vous retirez, le triangle s'effondre.